Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crime qui s'est passé à Montréal, ici même au Québec, dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'il est malheureusement tristement célèbre et vous reconnaissez donc peut-être Luca Rocco Magnotta. Luca Rocco Magnotta est cependant né sous le nom de Eric Clinton Kirk Newman. Il est né le 24 juillet 1982. Il est né en Ontario où il résidait avec ses parents, mais malheureusement sa vie de famille a été quelque peu chaotique. Son père, entre autres, était diagnostiqué comme étant schizophrène et par la suite, là, avec les années, il est allé vivre chez sa grand-mère. C'est assez connu que Luca Rocco Magnotta aspirait à devenir célèbre, malheureusement pas nécessairement de la bonne façon, comme vous vous en doutez, mais déjà dès l'année 2003, il a commencé à tourner dans des vidéos pornographiques, il a commencé à être stripteaseur, il a même été escorte. Et il a commencé à avoir une présence là, sur Internet là, pour se faire connaître. Sa vie criminelle a commencé aux alentours de 2005. Il a été accusé de plusieurs fraudes, d'impersonnation. Il avait aussi tenté là, de tenir de fausses cartes de crédit sous différents noms et tout. Et suite à ça, c'est à ce moment-là, le 12 août 2006, qu'il va procéder à son changement de nom officiel et devenir Luca Rocco Magnotta. Suite à tous ces actes criminels-là, il a eu plusieurs problèmes, bien évidemment, et il a même déclaré faillite en 2007. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis particulièrement à se créer plusieurs profils sur les médias sociaux, en ayant plusieurs identités, mais en créant même des profils sous lesquels il se répondait lui-même. Il a photoshopé des photos là, pour faire à croire qu'il avait donc une vie spectaculaire là, et intéressante. Bref, il a mis beaucoup de temps là-dessus et sur des forums de discussion pour faire croire en fait qu'il était célèbre. Et à force d'en parler, il pensait que peut-être, ce serait le cas. Il a auditionné pour des émissions de télé, ce genre de choses-là. À ce moment-là, il y a une rumeur qui a circulé et ici, je dis bien que c'est une rumeur parce que ça a été considéré comme un fait par plusieurs parce qu'il y a eu un petit déni là, par la suite là, des autorités policières, mais il y avait même une rumeur comme quoi il était en relation avec Karla Homolka. Ce sur lequel on n'a vraiment absolument pas de preuves. Il a lui-même nié que c'était le cas, mais on doute qu'il est lui-même responsable là, d'avoir parti la rumeur sur Internet. C'est malheureusement en mai 2012 qu'il va devenir tristement célèbre. Et oui, vous vous rappelez sans doute de l'assassinat de Jun Ling. C'était un étudiant chinois qui était à Montréal pour ses études et qui est décédé le 24 mai 2012. Dans le prochain vidéo, je vous fais la chronologie des événements. De retour avec la partie 2 du crime de Luca Rocco Magnotta. Celui que vous voyez ici, c'est malheureusement la victime, Jun Lin, comme je vous l'expliquais, qui était un étudiant chinois qui étudiait à Montréal, ici même au Québec. C'est le 24 mai 2012 que Jun Lin a été vu pour la dernière fois et il a été capté sur les caméras de surveillance comme entrant dans le building de Luca Rocco Magnotta. Vous voyez donc en jaune ici Jun Lin et Magnotta qui est en train d'ouvrir la porte de son building. Ils se seraient rencontrés là, possiblement là, par Internet et auraient convenu de se voir. C'est vraiment les derniers moments, malheureusement, là, qu'on a de la victime. Le lendemain, soit le 25 mai, son patron s'inquiète, le patron de Jun Lin, parce qu'il ne s'est pas présenté et que c'est vraiment pas dans ses habitudes. Il va en parler aussi avec ses amis et tout ça. Dans les journées du 25 et du 26 mai, Luca Magnotta va être aperçu en faisant plusieurs allers-retours à l'intérieur et à l'extérieur de son building, va se rendre entre autres dans une pharmacie, bureau de poste et tout, va aller jeter des déchets, là, ce qui est dans le sous-sol de son logement. Et à ce moment-là, par contre, on ne verra jamais Jun Lin sortir de l'appartement. Toujours le 25 mai, il y a une vidéo de 11 minutes qui va être downloadée et mise sur le net. Je ne donnerai pas le site web, je ne vais pas faire ce genre de publicité-là, mais le vidéo a été bien connu. Il était nommé sous le titre de One Lunatic, One I Speak. Donc, vous vous doutez un petit peu de ce qu'on voyait. Là. Je ne reviendrai pas sur les détails. C'était quelque chose d'assez graphique qui démontrait le décès d'un homme, victime d'un autre homme, là, et qui avait vraiment là aussi outrage au cadavre. Ensuite de ça, le 26 mai, il y a un avocat du Montana qui va avoir accès, là, qu'on lui a envoyé probablement la vidéo qui circulait sur Internet et qui va décider de se référer à la fois au FBI
et entre autres à la police de Toronto parce qu'il ne connaît pas nécessairement la provenance de la vidéo. Et malheureusement, ça ne sera pas pris au sérieux et les autorités policières vont considérer que la vidéo n'est pas authentique. Cependant, vous vous en doutez, la vidéo circule beaucoup sur Internet et les internautes ne lâcheront pas le morceau, vont contacter les différentes autorités policières à plusieurs reprises, ce qui va faire en sorte qu'enfin, une enquête va être ouverte. Cette même journée-là, le 26 mai 2012, Luca Rocco Magnotta, sous son vrai nom, avec son passeport, va prendre un vol de Montréal en direction de Paris. C'est le 29 mai que vraiment l'affaire va débouler et va connaître beaucoup de dénouements. Je reviens dans la troisième partie. Partie 3 du crime de Luca Rocco Magnotta. Comme je vous le mentionnais précédemment, les gens autour de Junlin ont commencé à s'inquiéter, même que le 27 mai, là, son patron s'inquiétait de son absence, et le 29 mai, qui va être une journée très importante, le 29 mai, ses amis vont se rendre à son appartement, à son domicile, constatent qu'il n'est pas là, et c'est cette journée-là qu'il sera officiellement porté disparu. Comme je le mentionnais, le 29 mai va être malheureusement rempli de développement. Donc, non seulement sa disparition est constatée, mais le concierge du building où demeure Luca Rocco Magnotta à Montréal va découvrir une valise qui l'intrigue un peu, qui a été mise avec les déchets à l'extérieur, là, vous voyez la photo, et qui traînait depuis le 25 mai, donc il trouvait ça bizarre que ça n'ait pas bougé ou quoi que ce soit. Et malheureusement, un torse sera trouvé à l'intérieur de cette valise-là. Ce n'est pas tout. Cette même journée-là, un employé du Parti conservateur du Canada va recevoir une bien mauvaise surprise par la poste et va découvrir qu'ils ont reçu un pied. Ce ne sont pas les seuls. On va découvrir également un colis qui était adressé au Parti libéral du Canada et qui contenait une main. Les policiers vont alors faire la corrélation entre tout ce qui s'est passé les derniers jours, les colis, la découverte du torse, la disparition de Junlin, mais aussi c'est là qu'ils vont prendre au sérieux l'histoire de la vidéo qui circule sur Internet et qui vont finir par l'authentifier. Le 30 mai, c'est malheureusement cette journée-là qu'ils vont pouvoir identifier Junlin et officiellement, le 1er juin, Luca Rocco Magnotta est considéré comme étant le principal suspect dans l'affaire, principalement grâce aux images des caméras vidéo que je vous ai montrées précédemment. Luca Rocco Magnotta, pendant ce temps-là, lui, il continue de suivre l'affaire parce qu'il aime donc ça, savoir ce qui se dit sur lui sur Internet et tout. Et le 31 mai, il va prendre un autobus qui va le mener de Paris jusqu'à Berlin. Comme l'événement prend à présent une ampleur internationale, c'est également le 31 mai que Luca Rocco Magnotta sera placé officiellement sur ce qu'on appelle la Red Notice d'Interpol. Vous pouvez voir là, la copie qui est juste ici. Le 4 juin, Luca Rocco Magnotta va se rendre dans un café Internet de Berlin et le propriétaire du café va trouver ça un peu suspicieux parce qu'il va se rendre compte qu'il fait des recherches sur Internet sur Luca Rocco Magnotta, va contacter les autorités policières et c'est à cet endroit-là qu'il sera arrêté. Entre-temps, les mauvaises découvertes se poursuivent. Le 5 juin, il va y avoir 2 écoles de Vancouver qui vont recevoir le pied et la main manquantes du corps de Junlin. La fin de l'histoire dans la partie 4. C'est donc le 18 juin 2012 que Luca Rocco Magnotta va être extradé de l'Europe vers Montréal. Des images qui ont circulé à travers le monde, là, puisqu'il est arrivé en avion militaire, sous, bien sûr, haute surveillance. Suite à des informations, le 1er juillet, on retrouvera malheureusement le crâne de la victime Junlin dans un parc de Montréal. C'est plus de 2 ans après les faits que l'histoire sera portée en justice. Le procès de Luca Magnotta aura lieu du 23 septembre au 23 décembre 2014. À ce moment-là, M. Magnotta admet les faits. Il admet qu'il a commis les différents crimes parce qu'il est non seulement accusé de meurtre, mais aussi d'outrage à un cadavre et d'avoir envoyé les parties en fait, du corps auprès de politiciens, donc menaces et tout ça, là, qui rentrent en cours de ligne. Il va avouer les faits, mais il va dire qu'il est non criminellement responsable pour cause d'aliénation mentale. Cependant, après plusieurs jours de délibération, le jury ne croira pas à sa version et il sera jugé coupable des 5 chefs d'accusation pour lesquels il a été accusé.
Ça veut donc dire qu'il est condamné à la prison à vie, avec pas de possibilité de libération là, avant un minimum de 25 ans. Il purge présentement toujours sa peine dans la prison de Port-Cartier au Québec. Je tiens cependant à mentionner que dans toute cette histoire-là, il y a eu un autre accusé là, le 16 juillet 2013. Il s'agit de l'homme que vous voyez ici, là, Mark Marek, qui est en fait le propriétaire là, du site Internet dont je vous parlais précédemment, là, où est-ce que la vidéo du crime a été uploadée. Donc, il a été accusé là, par rapport à ça et il a plaidé coupable et a purgé une partie de sa sentence en arrêt à la maison. Suite à tous ces événements-là, les autorités policières ont rouvert plusieurs dossiers, dont entre autres celui du Hollywood Sign Murder, dont on pensait que peut-être Magnotta avait un lien avec ça. Le LAPD, là, le Los Angeles Police Department, a fait affaire avec la police de Montréal en 2012, mais se sont avérés de fausses pistes et le vrai coupable a été arrêté. La police de Toronto l'a aussi considéré comme suspect dans des homicides qui ont eu lieu de 2010 à 2017, mais encore là, aucune preuve n'a permis de le relier. Bien sûr aussi, il faut que je mentionne les accusations de cruauté animale qui remonteraient jusqu'en 2010, mais encore là, les accusations n'ont pas été déposées au dossier. Cependant, si vous voulez en savoir plus sur le tristement célèbre Montreal Butcher ou le dépeceur de Montréal comme il a été surnommé, il y a une série en 3 épisodes sur Netflix que je vous conseille fortement. Si ça vous intéresse, là, vous avez le nom ici. Donc là-dessus, merci et bonne journée.